parle de méthode de datation des fossiles, tu nous en as un petit peu, justement, amené quelques exemples Oui, ici. exact. Ça nous dit quoi par rapport à ce que tu nous as amené, là? Est-ce que c'est vieux, ça, ici? On a un fossile de poisson, Oui, si j'ai c'est bien ça, vu. c'est ça. Donc, le poisson ici, Stéphane, il n'y a pas d'étiquette dessus. Hein? Non. La roche, le fossile, il n'y a pas d'étiquette. Uh-huh. Donc, tout âge qu'on aura mis sur ce poisson-là, sur ce fossile-là, c'est nous qui l'aurons posé. Hein? La roche, elle ne vient pas. Donc, il faut qu'on essaie d'élucider quel âge a. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme scientifique concernant ce fossile? Alors, ce qu'on peut dire si on regarde ce fossile, c'est que c'est de la roche sédimentaire. Tout sédiment est fait comme au fond d'un lac. Là. Le sédiment, au fond d'un lac ou dans un déluge, on a du sédiment qui se pose. On sait que le poisson qui est là, il ne vivait pas dans de la roche. Oui. En tout cas, il y a des fortes chances que le poisson, il nageait dans de l'eau. Oui. Ah, ça, c'est pas mal. On est pas mal certain. Mais là, il ne nage pas dans de l'eau. Donc, on n'a pas la situation dans laquelle il vit, on a la situation dans laquelle il est mort. D'accord. Okay? Et il y en a d'autres poissons à l'intérieur de cette roche. Première chose, on a cette idée qu'on peut dater des fossiles. Mais on ne peut pas dater. Il n'y a aucune méthode pour dater des fossiles. Ah non? Non, la datation radiométrique fonctionne sur de la roche ignée. Ah. Donc, les granites. Donc, quand ils disent que telle affaire à tel âge, ils n'ont jamais daté ça. Ils ont daté une autre roche à côté, puis ils ont présumé que ces deux roches avaient le même âge. Sauf qu'il n'y a aucune preuve pour vérifier ça. Okay? Donc, et ils vont utiliser des fossiles index, des fossiles qu'ils trouvent à l'intérieur des roches pour dire « Ah, c'est tel âge. » Alors là, ton fossile index, comment tu sais quel âge qu'il a? Ils sont pris avec le même problème. Donc, alors, une autre chose à observer dans cette fossile de poisson qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de décomposition. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est étonnant parce que si un poisson est mort et il flotte à la surface, il va te manger, là, il va te détruire par les organismes. Et dans les fossiles, c'est normal, ça. Si on voit, je ne sais pas si la caméra peut le prendre, mais si on voit le trilobite ici, où je peux le poser à côté ici pour la caméra, le trilobite qui est ici, qui est une espèce que pour un évolutionniste aura 600 millions d'années. C'est vieux, ça. Tu vois, ça, c'est une autre chose avec les dates. Je précise que là, ça, c'est pas juste une marque dans de la roche, c'est l'actuel l'organisme. corps, l'organisme. Ouais. La même chose pour le poisson. Le poisson est vraiment là. C'est juste qu'il est aplati. Je peux jeter un petit coup d'œil certainement. très rapidement. Là. Je sais que je suis hors caméra, je reviens tout de suite. Ah oui, c'est vrai, c'est pas une marque dans de la roche, on a vraiment... Non, c'est le vrai poisson qui est là. On a vraiment un poisson qui a été... aplati. Okay. Il est complètement là, mais il est très, très plat. Comme très par pression. Oui, il y a beaucoup de pression appliquée. Okay. Donc ici, c'est un trilobite, 600 millions d'années supposément, et donc le début de la vie. Mais le trilobite est très, très, très complexe. Il a des yeux comme une mouche, des yeux très complexes, il n'y a rien de primitif. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître, on n'est pas capable de dater ces choses-là. C'est une roche faite dans une situation d'eau, comme un déluge. Hein? Il faut que ce soit beaucoup de pression, comme dans un déluge, avec beaucoup de sédiments, comme dans un déluge global. Et on a aussi la préservation, donc c'est catastrophique. C'est rapide, c'est pas lent. Ils veulent imaginer que tous les fossiles se sont faits lentement. Les dinosaures marchent, ils tombent dans le fond d'une rivière, puis ça les ensevelit petits à la fois. Non, 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 non. Tu ne peux pas garder toute la masse, tout le nez du trilobite s'il n'est pas enseveli rapidement, parce que ça aurait été mangé par les micro-organismes. Alors, ça nous montre du catastrophisme. D'accord. Et la Bible est pleine de certains événements spécifiques catastrophiques. Dont le plus connu, le déluge global, et que tous les tribus au monde parlent d'un déluge global. Ils ne parlent pas tous de Noé. Il y en a qui, les Chinois parlent de Noé, Noah, puis etc. Mais le déluge, les Indiens au Canada, ils parlent du déluge. Et comment ça a été détruit. On a toute la même histoire. Parce qu'il y a eu un vrai déluge global. Et j'entendais parler dernièrement qu'on croyait peut-être avoir découvert l'arche de Noé. Ouais. Alors, je me souviens, lorsque j'étais jeune, moi, dans les années 70, on parlait d'un reste de gros bateaux qu'on croyait avoir découvert et on nous annonçait ça à la télé, le film À la recherche de l'arche de Noé. Et il y avait ça avait été filmé en montagne, des chercheurs, là, des explorateurs, voilà, qui avaient... Alors là, lorsque j'entends qu'on parle encore, je me dis, ben là, c'est peut-être, si c'est pas au même endroit, on parle pas encore de la même chose. Sauf qu'on sait qu'on trouve des gros bateaux au sommet de montagne, quoi. Oui, c'est ça. Il
faut toujours rester sceptique. Hein? Il y a du sensationnel dans ça, donc les gens disent qu'ils ont découvert quelque chose, après il disparaît. Il y a beaucoup d'évidence anecdotale, il y a beaucoup d'évidence à travers les dernières 1000 ans, hein, des gens qui disent qu'il y a un bateau en haut ou du bois et des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour parce qu'il y a de l'argent impliqué là-dedans. Dans ce cas-ci, c'est divisé. Il y a des personnes qui disent oui, c'est vrai. Il y a un autre géologue qui était avec l'équipe qui dit que c'est un montage, donc il reste à voir. Okay. Parce que dans la science, on a un principe. Si vous avez un énoncé extraordinaire, il faut avoir des évidences extraordinaires. C'est bien. Pour l'appuyer. Et donc, on a besoin de plus que juste quelques photos. On a besoin qu'ils amènent quelque chose de très concret et qu'on puisse l'analyser. Même si ce n'est pas l'Arche de Noé, c'est très étonnant d'avoir du bois, une construction si haut dans les montagnes et que ce soit un bateau, ça serait vraiment quelque chose ça serait toute une découverte, c'est ça. Ensuite, les fameux hommes préhistoriques. Donc, lorsque j'étais petit, c'était populaire. Là, on voyait ces longues chartes où on partait avec un petit singe, et puis plus gros singe, et plus gros, puis moins singe, puis en tout cas, finalement, ça finit avec moi, là. Je suis pas sûr que ça fait mon affaire de savoir que je descends du singe. Enfin, qu'est-ce qu'on en sait de ça? Je veux dire, dans le sens que c'est-tu si sérieux que ça? Parce que si vraiment on a tout découvert ça, ces étapes-là, ben j'avoue que c'est quand même dur de s'obstiner contre ces arguments-là. Donc, est-ce que c'est du solide? Tous ces apparemment, il y a un chaînon manquant qui manquerait, et tous les autres, on a tout découvert ce qu'il fallait. C'est vrai, ça? Non. Il y a beaucoup de marketing là-dedans, là, c'est sûr. Le problème, premièrement, c'est qu'il faut une manière de le faire. Comme généticien, je peux dire qu'il n'y a pas de manière de faire un homme à partir d'un singe. On ne peut pas ajouter l'information. Il n'y a pas de manière de le faire. Un singe qui marche debout, ça n'existe pas, pour la simple raison qu'ils ne sont pas faits pour marcher debout. Ils ont 4 mains, ils ont un genou qui n'est pas fait, ils ont une hanche qui n'est pas faite pour marcher debout, à droite comme nous. L'oreille interne n'est pas pareille parce que l'équilibre n'est pas pareil, les colonnes vertébrales n'est pas pareil, les poignets ne sont pas pareils. Ils ne sont pas faits pour marcher debout, ils sont faits pour marcher dans les arbres. Alors pour changer tout ça, ça prend beaucoup de changements génétiques. Mais j'aimerais bien que quelqu'un me présente comment on va faire ces changements-là dans la génétique. Parce qu'il n'y a aucune méthode pour changer le code génétique pour le faire. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'y a aucune méthode. Mais juste parce qu'on ne connaît pas la méthode, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai pour autant. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas découvert de manière. C'est ça. Moi, je dis que c'est contre la possibilité du génétique, donc ce n'est pas envisageable. Mais, il y a quelque chose à penser quand même. Les fossiles qu'ils trouvent, présentement, ils te présentent juste des chimpanzés. Ils ne te présentent jamais des hommes singes ou des singes-hommes. Je ne les ai pas tous étudiés, le Néandertal, l'homme de Néandertal, c'est humain. Donc, il y avait une flûte, il enterrait ses morts, il y avait un boomerang, il y avait un crazy glue, une sorte de colle qu'il utilisait pour coller les roches sur ses flèches. Il n'y avait pas besoin de cordes. Il était très, très avancé. Il avait des capacités de faire de sculpture et de peinture. Donc, Néandertal, humain. Cro-Magnon, complètement humain. Homo sapiens. Okay. Même Néandertal, c'est Homo sapiens néandertalis. Donc, il est humain. Ce qu'on veut, c'est avoir un singe-homme ou un homme-singe. Hein? C'est ça la clé qu'on veut. Et tout ce qu'on nous présente dans les journaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est des singes. Pourquoi ils ne nous présentent pas des hommes-singes et des singes-hommes? Parce qu'il n'y en a pas. Sans ça, ils le présenteraient. Tout ce qu'ils ont maintenant, c'est des singes. Et des... Lucy, moi on entend parler parfois de Lucy, donc c'est une femelle qu'on a baptisée Lucy. Mais là, je me souviens plus, je l'ai vu un peu à la télévision, Lucy, c'était quoi déjà, Lucy? Mais Lucy, c'était un chimpanzé, premièrement. Clairement, un chimpanzé, totalement chimpanzé. Il n'y a absolument rien d'humain de Lucy. Premièrement, on sait bien que ce n'est pas une femelle, c'est un mâle, parce que la hanche, c'est clair qu'il n'y aura jamais eu de petit à travers ça. C'est clair que c'était Luc. Oui, Luc. il était la moitié de notre taille. C'était un chimpanzé, des longs bras. La seule raison qu'on disait que c'était sur notre lignée, qu'on ne croit plus maintenant, en passant, les évolutionnistes ne croient plus? Ou? Les évolutionnistes ne croient plus. C'est dans nos manuels d'école, mais c'est les évolutionnistes qui travaillent dans la paléontologie, mais plus aussi sur notre... c'est juste une branche à part. Mais ils ne font pas un livre pour dire...
Ils vont pas à ciel ouvert pour dire de l'effacer des livres qui sont déjà Non, faits. ils font pas ça. Ça prend une OK. dizaine d'années pour que cette information vienne dans nos écoles. Et même là, ça prend plus de temps quand ça concerne l'évolution. Il y en a-tu d'autres comme ça? Ouais, Moi, mais je veux finir avec Lucie parce qu'il y avait son genou. Oui. C'est la seule raison qu'on disait qu'elle marchait debout, c'était le genou. Ah, c'est ça qui était intéressant, qui pouvait en faire un cas intéressant. Oui, exact. Bon, le genou, ce qui est fascinant avec le genou, c'est qu'il n'était pas trouvé avec le squelette de Lucie. Il était trouvé 2 km plus loin et 80 mètres plus bas dans le sol. Alors, c'est comme Ça, si j'avais vu Lucie aurait perdu sa jambe en montant une colline, puis elle a monté une jambe, puis elle est morte en haut. Le genou ne lui appartenait pas. Hein. C'est pas réaliste de mettre ce genou-là avec cette halte-là. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'évolution où est-ce de la recherche pour le chaînon manquant, qu'on prend des parties d'os qui appartiennent à d'autres espèces, on les met ensemble, puis on dit voici le chaînon manquant. Sauf que à date, ça n'a jamais été vrai. Et il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de... Les gens, ils ont une croyance, puis il faut qu'ils appuient la croyance. Et ça, c'est quelque chose d'assez grave, parce que dans la science, on a cette idée que les scientifiques sont sans biais. Ils sont pas biaisés. Hein, ils sont purs. Mais les scientifiques sont des humains. Donc, ils ont eux-mêmes des croyances. Et beaucoup de scientifiques sont humanistes, sont anti-Dieu, anti-chrétiens. C'est clair que dans les années 1800, en montant à 1900, que les évolutionnistes avaient un but. Darwin lui-même a écrit « J'ai maintenant enlevé le besoin d'un créateur pour avoir la création ». Une drôle de façon d'utiliser les mots, mais son but était clair. Je veux enlever le besoin d'un créateur. Et lui, dans son cas, Darwin, c'était la souffrance. Il était malade, sa fille était malade, il n'y avait pas de réponse à la souffrance. Lui, il avait un bac en théologie. Darwin, il n'était pas scientifique, il était bon observateur, mais son bac était en théologie. Et, il y a un film qui se prépare sur sa vie dans le moment, je ne sais pas si tu en as mais il y en a entendu plusieurs qui ont eu lieu à cause de sa 200e anniversaire. Oui. Ils en ont fait quelques-uns. Mais la situation pour lui, c'était qu'il était avec un chrétien sur le bateau quand il a fait le tour du monde. Et le capitaine du bateau, il a eu beaucoup d'arguments. Mais au fond, il n'y avait pas la réponse à la souffrance, le capitaine, je présume. Et Darwin, il avait beaucoup de difficultés avec ce qu'il voyait, la cruauté dans la nature. Et tout ça, il dit, comment un Dieu d'amour peut être ça? Puis là, il a comme laissé le concept de Dieu à cause de ça. Il s'est mis à chercher des réponses ailleurs. Il s'est mis à chercher des réponses ailleurs et même à imposer. Mais moi, je crois qu'il était plus honnête que beaucoup de chercheurs dans le moment. Alors, on voyait dans ses textes, par exemple, quand il regardait l'œil, il dit l'œil, la complexité de l'œil, il dit l'idée que c'est apparu par sélection naturelle me paraît absurde. Lui-même, il a écrit ça. Oui, il l'a avoué. Il dit, regarde, c'est attaché au cerveau. Tu ne peux pas avoir les morceaux dans le cerveau pour faire la vue sans avoir l'œil. C'est inutile, ça ne sera pas là. Et tu ne peux pas avoir l'œil sans avoir le cerveau. Ça n'arrivera jamais. Donc, comment un système symbiotique peut exister par hasard, par la sélection naturelle? Il n'y a aucune façon imaginable. Puis il pensait que dans les années à venir, on découvrira comment. Et ce n'est pas arrivé. Donc, il gardait quand même un esprit ouvert et lui, il cherchait la vérité. Plutôt que de chercher à prouver à tout prix. Bon. Oui, Mais les autres chaînons, je les ai pas tous. Il y a les premiers qui ressemblaient, oui, plus à des singes, les machins trucs Pitec, là. Ouais, mais hommes de Nebraska, hommes de Piltdown, eux, ils les appellent vraiment hommes de Nebraska, hommes de Piltdown. Ils n'ont pas existé, ces chaînons-là. Homme de Nebraska, c'était une dent de cochon qu'on a trouvée à Nebraska puis qu'on a interprété comme étant un humain. L'homme de Piltdown, qui était très important, ça c'était basé sur 3 morceaux de crâne, un mâchoire maintenant on sait que c'était un mâchoire de gorille, et 2 dents canines. Donc les dents canines, ça appartient aux animaux. Nous, on n'a pas de dents canines, les vraies dents canines. Là. Et même Thiers de Chardin était impliqué dans cette découverte-là en 1912 et 1916. Alors, l'homme de Piltdown était déclaré comme étant vraiment la preuve pour l'évolution. OK. Pour longtemps. Mais tu me dis qu'il a été impliqué dans cette découverte du fossile ou du fait que c'était pas ça? Non. Thiers de Chardin, il a découvert une des dents canines. Puis quand est-ce qu'on a découvert que c'était pas ça, finalement? 1957. Mais en fait, 1916, donc 4 années après, il y a une dentiste qui a étudié les os, puis il a dit il y a quelque chose qui ne marche pas avec les mâchoires. Ils ont l'air d'avoir été traités artificiellement. Les dents sont... le mâchoire avait l'air traité, puis les dents ont l'air d'avoir été limées. Limées. Donc là, il dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'était publié, mais personne n'a accepté.
En 1957, donc 40 années plus tard, on découvre que c'est une fraude, que les dents ont été traitées à l'acide pour avoir l'air vieille. C'était une mâchoire de gorille. Et ce qui est intéressant, c'est que tu avais des grands scientifiques qui ont regardé ces évidences. Oui. Et ils ont pas vu. Un scientifique est supposé être professionnellement un observateur. Exactement. Il est payé pour la façon qu'il observe, que ce soit le plus juste et exact possible. Hein? C'est ça qu'un scientifique c'est supposé être basé là-dessus. Et pourtant, ces personnes-là qui étaient hautement qualifiées n'étaient pas capables de voir que les dents ont été limées, que la mâchoire a été traitée à l'acide. Et moi, je crois que la croyance les aveuglait. Oui, oui, exactement. Alors, et puis ils sont encore dans les livres, ces chaînons-là? Non, Piltdown n'est pas ni Nebraska. Ce qu'on va voir Pékin, par exemple. Là, vous avez mentionné l'homme de Pékin. Oui. Là, il faut dire que l'homme de Pékin, c'est un peu bizarre parce que tous les os sont disparus dans la Deuxième Guerre mondiale, donc il n'y a pas d'évidence qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus rien. C'est quoi? C'est un nom dans les livres? En fait, la tête, ouais, il y a une crâne, un modèle qui a été fait avant que les os sont disparus. Ce modèle-là démontre une tête à peu près grande comme une pamplemousse. Donc, en fait, c'est un chimpanzé. OK. Il n'y a rien de homme là-dedans. Il n'y a D'accord. rien de homme. Donc, c'est un chimpanzé, tout simplement. En fait, tous ces supposés homo habilis, donc l'homme habile, là, on s'en va sur la quête du feu et tout ça, ils ont tous été reclassifiés, Homo erectus, ils ont tous été reclassifiés humains ou singes. Ça demeure encore la situation. Ils ont besoin de trouver des chaînons manquants. Et Darwin a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, on devrait trébucher sur nos ancêtres en sortant de la seuil de notre porte de maison. Parce qu'avec les millions d'années, il devrait y avoir un incroyable pléthore de fossiles. Oui, oui, effectivement. Mais où est-ce qu'ils sont? Là, on dirait que là, c'est plus juste un chaînon qui est manquant, c'est la chaîne au grand complet. Ah, c'est exact. OK. Il n'y a pas de lien entre nous et singes, sauf superficiel. Bon. Je regarde, il y avait une question aussi, j'ai vu ça, une fraude par rapport aux similarités des embryons. Une fraude, mais là, je me souviens. Haeckel, la fraude de Haeckel. Oui. Ça, c'est reconnu comme ayant été une fraude? Ah oui, ça, c'est connu depuis 1937. OK. La fraude de Haeckel, très importante, découverte depuis 1937, jusqu'aux années 2000 et plus, était encore dans les manuels. Cette fraude-là, c'était une série d'images qui étaient dessinées frauduleusement par Ernst Haeckel pour démontrer que l'embryon passe des stades équivalents à d'autres animaux. Donc, à un moment donné, l'embryon humain était comme un embryon de poisson, un embryon de poule, de tortue, de lapin, et qu'éventuellement, tu avais un embryon humain. C'est sur ça, Stéphane, qu'on s'est justifié pour l'avortement. Ah oui. En disant que, regarde, c'est juste un animal. C'est pas vraiment un humain jusqu'à tel stade, donc c'est pas vraiment un meurtre, parce que c'est juste un animal. Ça, c'était démontré une fraude, comme je l'ai dit, en 1937. C'est encore dans certains manuels universitaires, encore aujourd'hui. Et ça ne devrait pas être là. Même Stephen Gould, un grand évolutionniste, il dit que c'est affreux qu'il y a encore cette esquisse qui circule dans nos manuels universitaires et cégep et écoles. Parce que la vérité, c'est que un embryon humain a l'air complètement différent des embryons. Chaque animal a ses propres embryons et ses propres formes. Et il n'y a vraiment pas d'équivalence. Les choses qui étaient supposées des bronchies, il y en a un qui ça devient un bras, l'autre ça devient des poumons. Je veux dire, c'est vraiment pas, il n'y a vraiment aucune équivalence. C'était des montages comme des poissons puzzle qu'ils faisaient. Et c'est malheureux que ces sortes de choses-là arrivent dans la science. OK. Ça me rappelle, ton ami Stephen Gould, ce nom-là, rappelle-moi si je me trompe, il n'y a pas une conférence où tu as donné, tu avais cité, c'est pas le nom que tu as cité une fois, Stephen Gould, et où Hubert Reeves était présent à la conférence et s'est levé en colère pour crier que tu avais utilisé la citation hors de son contexte. C'était bien Stephen Gould que tu avais cité? Oui, j'avais cité. OK, je ne suis pas en train de... Non, Herbert Reeves ne s'est pas levé. Il a juste crié. Il a perdu le cap. Là. Il a crié une couple de fois. Il était très fâché avec ma présentation. Hubert Reeves, on peut le dire en anglais ou en français, vu que c'est évidemment un Montréalais, mais qui est connu mondialement. Et Hubert Reeves était choqué contre toi. Il disait que tu avais sorti de son contexte la citation de Stephen Gould. Oui, et Stephen Gould, quoi qu'il était évolutionniste, était honnête
avec sa façon de regarder des choses et il disait, regarde, il dit, moi je ne peux pas admettre que la sélection naturelle a produit l'aile d'une mouche. Il dit, qu'est-ce qu'une mouche ferait avec 2 d'une aile? Donc pour lui, il fallait que ça soit très rapide. Ça, c'est intéressant parce que quand on fait des changements très rapides, non seulement on n'a pas de manière de le faire, mais où est-ce qu'il y a l'évidence fossile pour ça? Donc lui, il disait que la raison qu'on n'avait pas de chaînon manquant, c'est parce que le changement était tellement rapide qu'il n'y a pas laissé d'évidence. D'accord. Donc ça, c'est un peu gratuit. Ça veut dire que la preuve que j'ai pour qu'est-ce que je présente, c'est qu'il n'y a pas de preuve. C'est difficile pour moi de faire quoi que ce soit avec un modèle où la preuve, c'est qu'il n'y a pas de preuve. OK. C'est comme, un peu difficile à discuter en termes de scientifique. C'est pas réaliste, là. Mais c'est ça que lui, il admettait que des petits changements, c'était pas faisable. Donc lui, il imaginait des gros changements, mais il n'a jamais pu démontrer que des gros changements arrivaient dans qu'est-ce qu'on regarde. Il dit les espèces fossiles arrivent dans le registre fossile et disparaissent à peu près de la même forme qu'ils étaient au début. On ne voit pas d'évolution. Et lui, il a admis ça, puis j'ai cité ça dans son contexte, puis Hubert Reeves n'était pas trop content avec cette citation. Et puis, mais lorsque tu cites ça, est-ce que tu mets à l'écran d'où vient la citation? Tout ça, c'est vérifiable? Toujours. Donc, au pire, si l'accusation aurait été vraie, ça aurait pu être vérifiable et tout ça. Et, tu sais, au pire, là, donc, bon. Je vois souvent que la réaction de Hubert Reeves, je l'ai vue à différents moments à travers ma vie comme conférencier. J'ai fait plus que 1000 conférences. C'est des réactions religieuses. Hein, ce n'est pas des réactions logiques. D'accord. C'est des personnes qui sont très calmes peuvent complètement perdre le cap parce que c'est leur croyance que je suis en train d'attaquer. Pas la science. Ma science est bonne et c'est ça qui la perturbe. C'est que la science démontre que leur croyance est fausse. Et ils n'aiment pas de tout cet constat. Alors, ils réagissent fortement. Parce que, bon, Hubert Reeves est quand même, c'est quelqu'un que j'apprécie pour beaucoup de choses. C'est un bon vulgarisateur. C'est un homme qui réfléchit. Bon, enfin, c'est pas moi qui va donner de la crédibilité aujourd'hui à Hubert Reeves. Il y en a tellement. Mais même un gars comme ça, lorsque parfois on attaque nos fondements profonds, nos croyances, finalement, comme tu dis. Mais si je renverse ça vers toi maintenant, là, on nous dit, bon, alors, il n'y a pas beaucoup de preuves pour soutenir l'évolution, ou on peut parler de preuves ou d'évidence. Bon, qu'est-ce qu'on a comme évidence, disons, qui pourrait appuyer une création, ou plutôt un créateur, un design, une planification intelligente de l'univers qu'on connaît dans le moment? Je suis sûr que, bon, tu as quand même des idées intéressantes à nous partager un peu là-dessus. Oui, certain. Il y a vraiment beaucoup de preuves autour de nous qui concernent un créateur. Qu'on regarde le système symbiotique entre les abeilles et les fleurs, ou qu'on considère je ne sais pas, que la vie vient de la vie, ou que tout va vers la détérioration, donc on ne voit pas des améliorations. Mais une des choses que j'aime parler, Stéphane, c'est l'irréductibilité, la complexité irréductible. J'ai hâte de voir parce que je ne sais pas ce que tu nous amènes avec ça aujourd'hui. Je veux faire une analogie. Ce concept de complexité irréductible, c'est très simple. C'est qu'autour de nous, on voit que les systèmes sont complexes. On est clair. Mais est-ce que, juste parce qu'un système est complexe, ça veut dire qu'il y a eu un créateur? Donc, c'est ça qu'on va regarder.